Bonjour et bienvenue à tous dans C'est chaud, votre émission du dimanche midi. Aujourd'hui, je serai accompagné de 3 nouveaux chroniqueurs, Hugues, Quentin et Hugo, qui vont chacun nous présenter une chronique préparée à l'avance. Tout d'abord, avant de commencer, je vous propose de passer voir Melvin et voir ce qu'il va nous préparer aujourd'hui. Bonjour Victorien, donc pour nos invités du jour, je vais vous préparer un petit riz cantonais. Donc vous allez voir, c'est super facile à faire et en plus c'est très rapide. Donc pour commencer, je vais commencer par faire bouillir de l'eau. Hop, donc je commence par couper mes champignons. On commence par couper la queue. J'ai hâte de voir ça, on se retrouvera un peu plus tard pour voir ton avancée. Compte sur moi Victorien. Je vous propose maintenant de tout de suite passer aux actualités de la semaine. Alors aujourd'hui, on va aborder 2 sujets, que sont les présidentielles qui approchent à grands pas et la hausse du carburant. Pour les présidentielles, je vais vous parler de l'application Elise qui permet à la manière de Tinder de swiper à gauche ou à droite en voyant des programmes proposés par les candidats. Et ensuite, l'algorithme, selon le nombre de questions auxquelles vous avez répondu, va vous calculer en fait quel programme est le plus proche de votre opinion. Je ne sais pas si vous avez pu tester l'application de votre côté. Alors moi j'ai pu tester, mais je trouve que le plus gros problème de l'application, c'est qu'il faut vraiment répondre à beaucoup de questions pour vraiment avoir un réel résultat pour trouver quel candidat est bon pour nous. D'accord. On m'a montré l'application et je trouve que c'est pas mal pour se construire un avis politique quand on débarque dans le milieu. Moi, j'ai pas du tout testé en fait encore l'application, mais j'ai quand même pu voir quelques vidéos, quelques photos et j'ai trouvé ça très intéressant. D'accord, donc une application très intéressante effectivement pour découvrir le programme des candidats, mais n'oubliez pas de vous renseigner également par d'autres biais. Mais cette application est disponible pour vous renseigner facilement sur le programme des candidats, donc Elise, disponible sur l'App Store et le Play Store. Maintenant, nous allons passer à l'augmentation du prix du carburant. Donc pourquoi les prix du carburant explosent? En fait, c'est tout à fait normal. En fait, c'est dû à la reprise d'activité après 2 ans de Covid. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant car la crise en Ukraine qui a débouché sur une guerre va encore faire monter le prix du baril qui est actuellement à $140. Je ne sais pas si de votre côté vous avez subi cette augmentation ou si vous vous penchez vers d'autres moyens de transport. Alors moi j'essaye plus particulièrement les moyens de transport ou de venir à pied, ça me permet de pas trop utiliser d'essence. Plutôt à pied pour moi. Moi, pour ma part, je l'ai subi. D'accord. Donc le gouvernement a annoncé qu'il allait apporter une aide de 15 centimes par litre, donc c'est toujours ça de gagner, mais bon, on reste quand même sur une hausse assez conséquente. Voilà, on a abordé les 2 actus principales, mais maintenant, pour aborder un peu plus au global, je vous propose de passer aux apps de l'actu. Je voulais aussi, avec beaucoup d'humilité et de lucidité, soumettre ma candidature aux Françaises et aux Français. Today's IPCC report is a atlas of human suffering and a damning indictment of failed climate leadership. Your DNA. No, it slides off. That's competition. Ils te déshumanisent, c'est plus facile, les mêmes te courtisent et tout le monde ferme les yeux. Face au Paris Saint-Germain et le Louébé d'un extérieur. C'est tout pour le zap de la semaine. Je vous propose maintenant de passer à la première chronique présentée par Hugo qui va nous parler d'une épave découverte en mer. Oui, bonjour. En effet, le 5 mars 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça, l'expédition menée par Mason Bond se retrouve après près de 100 ans et sous 3000 mètres de profondeur dans les côtes, sur la large côte de l'Antarctique, une épave d'un navire légendaire, l'Endurance. Ok, donc l'Endurance, c'est quoi? C'était un navire, c'est ça? Oui, c'est un navire.
Alors son capitaine Ernest Shackleton, il part en mer le 5 décembre 1914, donc peu avant la guerre, en direction de l'Antarctique. Son but est de traverser le continent par la voie terrestre en passant par le pôle sud. Il faut aussi savoir que l'Endurance est le navire le plus solide de son époque et il est capable de naviguer dans des mers les plus difficiles. Il est à la pointe de la technologie. Ok, donc si on a retrouvé son épave, on suppose que tout s'est pas passé comme prévu. En effet. Alors, c'est en 1915, donc l'Endurance a sombré sur la côte large de l'Antarctique. Il s'est essoué sur une banquise. Il est resté 1 mois bloqué sur la glace avant de couler. Ok, donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a eu des survivants parmi l'équipage et surtout comment ont-ils fait pour survivre? Alors, il n'y a aucun mort. Ils ont tous survécu et c'est grâce à leur capitaine. Donc le 4 avril 1907, 7 mois après être resté sur la banquise, Ernest Shackleton, il part en mer pour la Géorgie du Sud dans l'un des canaux de sauvetage de l'Endurance. Donc il emmène 5 personnes de son équipage avec lui et laisse les 22 autres personnes sur l'île de l'Éléphant. Donc ils sont partis pour un voyage de 16 jours et de 1300 km, mais c'est dans des eaux agitées et glaciales, et le canot était fouetté par des vents de la force d'un ouragan. Donc ils ont fait tout ce parcours sur un tout petit radeau de sauvetage finalement. Ouais, c'est ça, mais c'est chaud. Et ils sont quand même arrivés en Géorgie du Sud, donc sains et saufs. Mais bon, leur périple ne s'arrête pas là, ils ont encore dû faire 36 heures de randonnée sur une île montagneuse sans équipement pour enfin demander de l'aide. Un sacré exploit donc. Oui, et d'ailleurs c'est le 30 août 1916, seulement près de 2 ans après, que Ernest Shackleton a retrouvé le reste de son équipage, donc les 22 autres naufragés, qui eux avaient dû, pour se nourrir, abattre la 60aine de chiens qui les accompagnaient pour les provisions et le transport de matériel. Mais finalement, il n'y a aucun membre de l'expédition Endurance qui n'aura perdu la vie. Ok, donc cette épave a été retrouvée comment en fait Eh bien, c'est grâce à Ernest Shackleton, lui, avant que le navire sombre, avait noté dans le carnet de bord, donc le journal de bord, les positions GPS du navire. Donc, par contre, le problème, c'est qu'à l'époque, les calculs n'étaient pas assez précis qu'à notre époque. Donc, on a dû refaire d'autres calculs pour établir une zone de recherche. Et de là, donc, Mussenbone a trouvé assez facilement l'épave. Ouh, il y a quelqu'un? Je pense que Melvin a un problème. Donc, en effet, je suis à une étape importante de la recette. L'étape où est-ce que je vais mettre mon riz dans mon eau bouillante. Hop. Et je fais désormais cuire mes champignons et mes petits pois à la poêle. Ok Melvin, on va te laisser préparer tout ça tranquillement. En attendant, je vous propose de passer à la deuxième chronique qui concerne un caillou. Alors, on se retrouve sur le mont Nasu, une chaîne de volcans très réputée pour ses sources chaudes au Japon, et également pour son rocher appelé la Killing Stone, qui d'après la mythologie japonaise renfermerait un démon depuis environ 1000 ans. Donc pour résumer l'histoire de cette légende, le démon qui était dans cette pierre a possédé une femme qui pouvait répondre à n'importe quelle question qu'on lui posait et qui a comploté pour l'assassinat d'un seigneur qui gouvernait il y a à peu près 1000 ans au Japon. Quand l'esprit du renard a été tué en même temps que la femme, il a été enfermé dans cette pierre qui dégagerait un gaz qui tuerait les personnes qui toucheraient cette pierre. Et dernièrement, le rocher s'est brisé en deux. Et ce rocher s'est brisé soudainement. On pense que c'est dû à l'érosion, car il y avait des fissures dans la roche, ce qui a permis à l'eau de rentrer. Mais le plus intriguant, c'est que le rocher s'est brisé en 2 parts égales. Donc un sujet qui peut faire jaser les plus croyants d'entre nous. C'est ça. Et cette information, tu l'as découvert comment ? Sur Twitter, la communauté Twitter a fait beaucoup de blagues sur le sujet. Donc sur Naruto, car le manga a un démon renard à l'intérieur dans l'histoire. Et également sur une prophétie de la fin du monde qui dirait qu'après le Covid et la guerre, un démon arriverait pour nous défoncer. Et les habitants locaux, ils ont réagi comment ? Eh bien, ils ont voulu recoller la pierre. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Eh bien, merci pour cette chronique très spirituelle. Je vous propose de directement repasser voir Melvin. Donc je suis en train de casser mes œufs, car pour accompagner mon riz cantonné, je vais faire une petite omelette.
une étape cruciale pour une omelette, battre les œufs. Bon, je ne sais pas qui va goûter ce magnifique plat, mais une chose est sûre, il va se régaler. En attendant, je vous propose de passer à la troisième chronique, présentée par Hugues, qui va nous parler d'une greffe un peu spéciale. Alors effectivement, mon histoire en fait commence le 7 janvier 2022, donc entre deux variantes du Covid. Un homme, David Verret, en fait, a reçu une transplantation, enfin une greffe de cœur d'un porc génétiquement modifié. C'est ce qu'on appelle une xénogreffe, et c'est vraiment la première fois que l'on effectue une telle opération sur un humain. Et donc cet homme était d'accord pour se faire greffer un cœur d'animal ? Effectivement, il a dit alors, je cite, « C'était soit mourir, soit faire cette greffe, je veux vivre, je sais que c'est une tentative hasardeuse, mais c'est mon dernier choix. » C'est un très bon choix, parce que ça lui a permis quand même de vivre 2 mois supplémentaires qu'il a vécu donc avec sa famille. Effectivement, pour un homme condamné, 2 mois supplémentaires ne se refusent pas. Effectivement, 2 mois supplémentaires, l'opération était quand même considérée comme un grand succès par tous les chercheurs et par les scientifiques qui travaillaient dessus. Même si le cœur n'a duré que 2 mois, on peut dire, sur un être humain, il est aussi intéressant de noter qu'un autre cœur génétiquement modifié a pu fonctionner sur un primate pendant plus de 3 ans. Les primates sont depuis un long moment un sujet d'expérience pour les xénogreffes, mais on est vraiment encore qu'au niveau expérimental pour les humains. D'accord, donc les xénogreffes qui sont efficaces sur une longue durée existent uniquement sur les primates. Alors non, on utilise déjà des xénogreffes pour les humains. On peut utiliser par exemple des valves de cœur ou des tendons de porc pour justement ces xénogreffes. D'accord, tout ça c'est bien beau, mais ça soulève un peu une question éthique qui est le nombre d'expériences faites sur les animaux tués pour récupérer les organes, tout ça. Effectivement, ces questions-là, elles ne datent pas d'hier, forcément. Les expériences sur les animaux doivent être contrôlées. Effectivement, on pourrait également envisager dans des scénarios un peu extrêmes de tuer des animaux pour récupérer ces fameux cœurs et organes essentiels pour les humains. Mais il faut également noter que, rien qu'en France, nous avons une liste d'attente de près de 24 000 personnes qui attendent un don d'organes. Et parmi ces 24 000 personnes, il y a environ seulement 360 greffes de cœurs d'humains qui ont été effectuées. Et en comparaison à ça, les États-Unis ont près de 110 000 personnes sur une liste d'attente et environ 6 000 personnes meurent chaque année à cause de ça. Je pense donc que les xénogreffes peuvent vraiment aider et sauver de nombreuses vies en réduisant drastiquement cette liste. Et je pense qu'à l'avenir, avec un petit peu de temps et un peu plus d'efforts, ça deviendrait quelque chose de commun et accepté de tous. D'accord, eh bien merci beaucoup Hugues pour cette chronique pleine d'espoir finalement. Ah, ce serait pas l'alerte rouge qu'on entend. Il me semble, ça semble cramer. Melvin, un problème ? Non, franchement, ça va. Non, laissez-moi faire. Je contrôle la situation. Ok Melvin, nous avons complètement confiance en vous. En attendant de voir si Melvin s'en sort, je vous propose de passer directement au quiz. On se retrouve après ce jingle pour commencer le quiz. Bon, vous avez tous bien compris les règles. Ouais, ça paraît plutôt clair. Alors je vais procéder de gauche à droite, donc Hugues, Quentin, Hugo. Sera donc en vrai ou faux comme je vous l'ai dit, et on comptabilisera les points à la fin pour voir qui pourra déguster ce riz cantonné. Alors, première question Hugues. Ok. Contre l'essence chère, les Japonais inventent la popocyclette. Vrai ou faux ? Faux. Alors en fait c'est vrai. Un fabricant japonais de toilettes a présenté un modèle de moto révolutionnaire qui fonctionne avec un carburant gratuit et inépuisable, les excréments humains, tout simplement. D'accord, c'est une façon de concevoir la crise, effectivement. Quentin, à ton tour, alors Anne Hidalgo aurait accusé Christiane Taubira de lui voler sa défaite. Est-ce que c'est vrai ou faux selon toi ? Je dirais faux. Effectivement, c'est faux. Donc tu marques le premier point de cette série de questions. On va passer à Hugo.
Un passage piéton pour canards aurait été mis en place. Je pense que c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Pour pousser les voitures à ralentir et éviter d'écraser les canards, un passage piéton spécial a été installé dans le village de Loueuse dans l'Oise. Donc on résume 0, 1, 1. Donc prochaine question pour Hugues qui va peut-être te permettre de rattraper ton retard. Emmanuel Macron aurait annoncé que le pass vaccinal deviendrait obligatoire pour accéder au centre de vaccination. Est-ce que c'est vrai ou faux ? C'est faux. C'est faux, effectivement. Tu marques le premier point de cette série de questions. Quentin, maintenant, un ostériculteur tombe dans un parc à huîtres et meurt dévoré. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Bah, c'est faux. C'est faux, effectivement. Tu marques ton deuxième point. Hugo, maintenant, Vladimir Poutine aurait accusé l'Ukraine d'avoir volontairement situé son pays à proximité des frontières russes. Vrai. C'est faux, donc tu ne marqueras pas de points sur cette manche. Donc que nous sommes à 1, 2, 1 pour l'instant. Rien n'est encore joué. Prochaine question du coup pour Hugues. Un curé aurait écopé d'une amende car il ferait trop sonner la cloche de son église. Vrai ou faux ? Bah, ça me paraît compliqué de mettre une amende à un curé, donc faux. Eh bien c'est vrai, un curé toscan s'est vu infliger une amende de 2000 € parce qu'il faisait sonner la cloche de son église 200 fois par jour. T'imagines les bras ? Carrément, super balèze. Quentin maintenant. Un homme serait positif à la Covid après 78 tests. C'est vrai. C'est vrai, en effet, un homme atteint de leucémie a été infecté du Covid-19 en novembre 2020 et n'a toujours jamais été testé négatif depuis. Donc tu marques ton troisième point. Hugo maintenant. Un homme frappé par une mamie lors d'une partie de loto finit à l'hôpital. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Je pense que c'est vrai. C'est vrai, en effet. Alors que des villageois jouaient tranquillement une partie de poker organisée par le village, une participante a commencé à frapper les tables avec sa canne, provoquant une bagarre. Oh, les babies. Mamie, là. Nous sommes donc à, si je me trompe pas, 1, 3 et 2. Oh. De toute façon, il y aura une vérification des points qui sera effectuée par la régie. Prochaine question pour Hugues. Donc, un quotidien italien offre Mein Kampf à ses lecteurs en supplément. Vrai ou faux ? Bah, faux. C'est vrai. Connaître pour rejeter, c'est avec cette justification que le quotidien italien de droite Journal proposait samedi à ses lecteurs Mein Kampf d'Adolf Hitler. Petite lecture du samedi, comme ça. Une lecture du samedi comme une autre. Pour Quentin maintenant, si tu marques ce point, tu auras définitivement gagné ce quiz. Elle croit viser un sanglier et abat un char russe. Vrai ou faux ? Oh, j'ai envie de dire vrai, mais avec quoi elle a battu ça, quoi ? Vrai ? Ouais, je dis vrai. Alors, c'est faux. Hugo, maintenant, les bulletins des non-vaccinés ne compteront que pour un demi-vote, pardon. Ah, c'est vache, je dirais faux. C'est faux, en effet. Je repasse à Hugues pour le point de... Le point final. Je dirais même pas de l'espoir, parce que en vérité, c'est un peu foutu pour toi. Le point de l'honneur. Après avoir effectué plus de 150 autotests, son corps développe une troisième narine. Vrai ou faux ? Alors ça me ferait beaucoup rire, mais je pense que c'est faux. C'est faux, en effet. Tu marques ton deuxième point.
Quentin maintenant, il vole un véhicule de livraison et découvre la femme du livreur à bord. Vrai ou faux? Bah, faux. Alors c'est vrai. Alors qu'il effectuait sa tournée, un livreur de journaux d'Anzin s'est fait voler son véhicule qu'il avait laissé à l'arrêt. Le voleur a toutefois dû faire demi-tour pour lui rendre, car la femme de ce livreur se trouvait toujours à bord. Tiens, je te rends ta femme. Pour lui rendre. Dernière question pour Hugo. Un bunker nazi rénové et mis en location, vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, en effet. Pour la Donc, colo. si mes calculs sont exacts, Quentin, tu es premier avec 4 points. Je me dis Ce sera vérifié. Deuxième, Hugo. Et par contre, ce qu'on est sûr, c'est que Hugues est dernier. Désolé pour tes 2 points. Mais après, c'est vrai que tu avais des questions un peu compliquées. Donc, je pense qu'on va pouvoir appeler Melvin pour qu'il t'apporte directement ta récompense. Et bon appétit. De la bonne gastronomie. Vraiment en train de tailler. On va te laisser déguster ça tranquillement. Ça va être l'heure de signer la fin de cette émission. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine dans C'est chaud et bon après-midi à tous.